Pensez-vous vraiment que c'est Champlain qui a fondé Québec en 1608? En tout cas, c'est ça qu'on nous a enseigné à l'école. On nous a aussi dit que c'est lui, Champlain, en bon catholique, qui a fait venir les premiers missionnaires chez nous, que c'était un grand explorateur et que c'est lui qui a amené les premiers colons en Nouvelle-France. Et si je vous disais que nos livres d'histoire ne nous ont pas tout dit sur la fondation de Québec? Monsieur, d'après vous, qui a fondé la ville de Québec? Samuel de Champlain. Ça commence avec un C. Samuel de Champlain. Ich pense c'est Champlain. Champlain. Wer hat Québec gegründet? Oh, das weiß ich nicht. Champlain, ja. Qui a fondé la ville de Québec? Champlain? Êtes-vous sûr? Non. Est-ce qu'il l'a fait tout seul? Non. Avec Frontenac? Et si je vous disais que nos livres d'histoire ne nous ont pas tout dit sur la fondation de Québec? J'ai découvert que ce qui se cache derrière notre histoire, c'est une guerre de religion. D'abord, est-ce vraiment Champlain qui a fondé la ville de Québec en 1608? Oui, bien sûr, mais était-il le seul fondateur? Est-ce que c'était lui le grand patron qui a décidé tout seul de faire de Québec la principale ville française d'Amérique du Nord? Pas en tout. Champlain se rend à Québec pour établir ce poste, mais c'est sur l'ordre et avec l'argent de Dugas-de-Mont. Il finance l'opération en échange d'un monopole. Moi, j'ai déjà vu mieux comme fondateur ou cofondateur. Il n'est pas venu, il n'est jamais venu à Québec. Il y a actuellement toute une polémique au sujet de savoir qui mérite le titre de fondateur de Québec ou qui mérite le titre de cofondateur de Québec. Il n'y en a qu'un, c'est Champlain, évidemment. Lorsqu'on dit, on parle de Champlain, on lui donne beaucoup d'importance en Acadie, beaucoup d'importance avant 1608 et même après. Et on oublie que c'était quand même pas le roi de France. Pour moi, le rôle joué par Pierre Dugas-de-Mont mérite peut-être qu'on lui accorde un rôle plus important que l'ignorance dans lequel il se trouve encore. Champlain va commencer par faire des explorations. Son premier voyage, c'est en 1603. Mais à ce moment-là, ce n'est qu'un cartographe qui est invité à venir visiter la colonie. Il n'est pas un personnage important. En 1608, quand Pierre Dugas-de-Mont lui demande d'aller établir un poste de traite à Québec, à ce moment-là, Champlain est un employé. Dugas-de-Mont a choisi le lieu de Québec et c'est lui qui a payé la note pendant 5 ans. On peut parler de cofondation. Personnellement, j'aurais préféré qu'on dise la ville de Québec a été fondée en 1608 par Dugas-de-Mont le protestant. Attention, un protestant, c'est pas banal comme affirmation. Alors pourquoi les historiens auraient-ils fait croire aux Québécois que Champlain a fondé Québec à lui tout seul? Le clergé a longtemps contrôlé les manuels scolaires. Dugas était protestant, Champlain catholique. Pourquoi nos livres d'histoire nous ont jamais parlé de ce monsieur-là? Moi, j'ai jamais entendu parler de Dugas. Non. Dugas avait, je le dis avec une touche d'ironie, Dugas avait le malheureux défaut d'être protestant. Donc, pendant longtemps au Québec, les historiens qui écrivaient l'histoire, les historiens amateurs étaient pour la plupart des religieux, des clercs. Donc, c'était impensable pour eux qu'un protestant ait pu fonder Québec ou qu'il ait pu participer à la fondation avec d'autres protestants. Les manuels doivent être approuvés par les évêques. Si le manuel n'est pas approuvé, il n'est pas utilisé dans les écoles primaires. Je parle au passé, pas au présent. Il faut que vous montriez bien ce que le clergé voulait faire comprendre, que le Canada a été fondé dans une fin strictement religieuse. Ce qui n'était pas vrai. Mais ça s'amenait à ça, et si vous écrivez un manuel à l'époque, ne vous écartez pas de cette notion-là parce que votre manuel ne passera pas.
Eh bien, j'ai déniché des manuels d'histoire que le clergé a approuvés, qui ont été distribués dans les écoles. Celui-ci date de 1919, en veillant avec les petits de chez nous par l'abbé Gélina, un fervent catholique du séminaire de Trois-Rivières. Nous devions être un peuple avant tout catholique, et il fallait ici des pionniers honorables. Dieu merci, à l'heure marquée par la Providence, ils vinrent implanter ici la civilisation française et catholique. Et puis plus tard, il parle de Champlain. Alors, mes chers petits amis, parut un homme dont le génie, la vertu et l'influence devaient laisser dans la Nouvelle-France un souvenir immortel. Cet homme fut Samuel de Champlain. Plus tard, il parle « Quel catholique que Champlain !» C'est pas surprenant que des générations d'historiens ont été marqués par la présumée sainteté de Champlain, mais les temps ont changé. De nos jours, ça dérange de moins en moins. Marcel Trudel nous dit, il y a une cinquantaine d'années, quiconque aurait dit que Québec avait été fondé par un protestant se serait fait lyncher publiquement. Il y aurait beaucoup de difficultés à se trouver un emploi et à le garder. Donc, c'est une question, c'est la société qui évolue avec le temps. Je me rendais bien compte qu'il fallait enseigner l'histoire d'une façon complètement différente. Je savais très bien que je recevrais des coups. J'étais en voyage de recherche aux Trois-Rivières, au séminaire, pour consulter les archives. Pendant que je travaillais, je reçois un appel. L'évêque, Monsieur Pelletier, veut vous rencontrer. Et tout de suite, j'ai pensé, si l'évêque veut me voir, moi, historien, c'est certainement pas pour discuter d'histoire. Il tenait à ce que j'enseigne l'histoire comme on me l'avait apprise, tout simplement. Il m'a fait une bonne leçon pendant au moins 1 heure sur notre histoire, qui est une histoire religieuse. Mais vous voyez le contrôle qui s'exerce de façon tout à fait inattendue. Là, c'était dans les années 50. Comme ça, Québec a été cofondé, on peut dire, par Pierre du Godemont, un protestant qu'on ne connaît même pas d'enfant. Ouais. C'est un homme qui est né d'une famille noble. Il est né vers 1563 à Royan. C'est un homme qui, comme Champlain, a défendu les intérêts d'Henri IV pendant les dernières guerres de religion en France. En 1600, il participe à l'expédition de fondation de Tadoussac. En 1603, il demande le monopole de l'Acadie, le monopole de la traite en Acadie. On parle de traite de fourrure. Oui. C'est lui qui fonde l'Acadie en 1604. C'est Dugas qui décide d'envoyer Champlain égravé en 1608 dans la vallée du Saint-Laurent pour fonder Québec. Pourquoi donc, si Dugas, c'est le boss, il n'est pas avec Champlain pour fonder cette colonie très importante? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas là en 1608? Est-ce qu'il y avait mal de mer ou... Non, c'est surtout parce qu'il devait rester en France pour défendre son monopole. Habituellement, on donne un monopole de 10 ans à un individu ou à une compagnie pour qu'il puisse mettre en branle son projet et le mener à terme, c'est-à-dire de fonder une colonie, d'envoyer des colons, de mettre la terre en valeur. En 1608-1609, Henri IV impose une tâche insurmontable à Dugas. Il lui donne un monopole pour 1 année seulement. Qu'est-ce qu'il lui donne à Dugas, comme pour l'aider? Son appui moral. Les coffres de la France sont pratiquement vides. Le roi n'offre rien, n'a rien à offrir vraiment à Dugas, sauf son appui moral. Le roi a besoin d'argent pour la colonie. Le roi a besoin d'argent pour la colonie. Le roi a besoin d'argent pour la colonie. Avez-vous un peu d'argent pour la colonie, là? Le roi a plus d'argent. Hey, on est dans le trouble. Le roi a plus d'argent. Le roi a plus d'argent. Le roi a plus d'argent. Je vais drôle, ça. On va y en donner un petit peu. Ah, c'est gentil. Merci. Ah, merci. Le roi a besoin d'argent. Ah!
Un peu d'argent pour la fondation de la colonie. Le roi a plus d'argent. Mesdames, avez-vous un peu d'argent pour le roi? I don't know what this is. Oh, c'est bon, ça, c'est bon. Oh, wow! Merci beaucoup, là. Être catholique, c'est être comme faire partie d'un parti politique, absolu. Imaginez une papauté, je m'excuse des mots, mais qui est corrompue, qu'on ne peut pas l'imaginer. Je commencerai à décrire comment ça se passait, et puis vous me diriez, il faut couper. C'était quoi la différence à cette époque-là entre, justement, être catholique ou protestant? Dans l'esprit protestant, on a beaucoup plus de liberté que dans l'Église catholique. Dans l'Église catholique, on est obligé de se conformer à un dogme de façon rigoureuse, tandis que dans l'esprit protestant, on a soi-même le choix entre bien des options. Les protestants refusent l'autorité du pape. Autre différence très importante, la lecture de la Bible. Les catholiques n'avaient pas vraiment accès à ces documents-là, à l'exception des prêtres, des clercs, tandis que pour les protestants, chacun pouvait prier Dieu en lisant sa Bible. La mission en Nouvelle-France était remplie de difficultés et de résistance de nous autres. Je savais pas que les Français pouvaient être des protestants. Je pensais que les protestants, c'était tous des Anglais comme moi. My God! Pourquoi est-ce que c'est si grave qu'un protestant ait fondé Québec? Tu sais, au moins, c'était pas un anglophone comme moi. Eh bien, c'est que c'est une question politique. Être catholique, c'est être comme faire partie d'un parti politique, absolu. Et être protestant, c'est aussi faire partie d'un parti politique. On appuie le pouvoir politique sur une tendance religieuse. C'est pas nouveau, cela. Ce qu'on vit aujourd'hui, c'est vieux comme le monde, si on peut dire. Finalement, je me rends compte qu'on peut très bien comprendre aujourd'hui ce que c'est que la religion, parce que ça refait surface, puis c'est peut-être pas loin d'être à l'origine de guerres actuelles ou imminentes, hein? Le radicalisme religieux. Mais on n'a rien inventé aujourd'hui, parce que ça, on l'a vécu à l'intérieur même de la chrétienté. Français catholiques et Français protestants se battent de manière ponctuelle. On connaît quelques épisodes de paix, de trêve, mais ce sont des guerres qui durent depuis des décennies. Normalement, on a un peu de difficulté à comprendre un tel contexte d'opposition et de lutte farouche et de crimes aussi sordides que ça. Imaginez une papauté, je m'excuse des mots, mais qui est corrompue, qu'on ne peut pas l'imaginer. Je commencerai à décrire comment ça se passait, et puis vous me diriez, il faut couper. On ne peut pas passer ça à la télévision. Non, on veut des détails. Bien, vous imaginez n'importe quoi. Aujourd'hui, on discute du célibat des prêtres. Mais si je vous dis que les papes, à l'époque, ont des enfants, leurs propres enfants, hein? Qu'un pape est soupçonné d'avoir fait l'amour à sa fille, on peut-tu en mettre plus que ça? Hein? Alors, c'est sur toute la ligne. Si le pape le fait, bien, toute la hiérarchie religieuse peut s'en permettre. Pas toutes, mais plusieurs. On achète les charges, c'est la corruption, on transige même les objets de culte et n'importe quoi. On ne peut pas imaginer facilement la déchéance qui a atteint le haut clergé. C'est le bordel total. Puis le bas clergé, lui, bien, il est peu instruit, et puis il est démuni, etc. Donc, on est rendu dans une période d'abus inimaginable. Vraiment, c'est triste. Et il y a une réaction. Les protestants sont ceux qui ont été préoccupés par les abus de la hiérarchie catholique, surtout, et qui sont laissés convaincre qu'il fallait s'inscrire dans un mouvement de réforme. Henri IV avait compris, lui était né protestant,
avait compris que pour devenir roi de France, il faut qu'il se convertisse. D'ancien protestant, il devient catholique et roi, donc, et il considère que là, ça a assez duré, les massacres et ainsi de suite. Par étapes, il propose un édit de pacification. On va faire la paix entre nous. Hein? Entre catholiques et protestants. En France, c'est ça. Donc, on va arrêter de s'entretuer, de s'empoisonner, etc., de se massacrer. Et donc, il fait préparer un édit de pacification. Puis lui, bien, il aime la chasse. Henri IV, c'est un bon vivant. Hein? Alors, entre 2 expéditions de chasse, là, il dit, on se prend un papier, là. Alors, il est à Nantes ce jour-là. Donc, il signe l'édit de Nantes, si vous voulez, à Nantes. Donc, la portée de l'édit de Nantes, c'est de convenir qu'on tolère les protestants. Ça donne une certaine liberté aux protestants. Toutefois, la religion officielle, la religion d'État demeure le catholicisme. Ce que ça apporte, c'est que ça oblige les catholiques et les protestants à collaborer pour fonder la Nouvelle-France. À l'origine du Québec, le protestantisme a joué un grand rôle. Je me souviens très bien avoir appris par cœur que Champlain arrive à Québec en 1608 à bord du navire qui s'appelait Don de Dieu. Ça envoyait quelque chose de très, très catholique, paraît-il. Or, le navire qui s'appelait Don de Dieu était un navire qui appartenait à des protestants. Non seulement le navire est protestant, si vous voulez, mais les gens sont aussi souvent protestants. Si on cherche à identifier ceux qui sont venus à Québec en 1608, eh bien, on sait à peu près, sans en être absolument certain, qu'il y avait là un mélange de catholiques et de protestants. Parce qu'en fait, on acceptait les uns les autres, mais tout le monde n'avait pas les mêmes droits. Les protestants n'ont absolument aucun droit. Ils n'ont pas d'église, ils n'ont pas le droit d'avoir d'église protestante, ils n'ont pas le droit d'avoir une école protestante, ils n'ont pas le droit d'avoir un cimetière protestant. Ils n'ont rien. Allez, pour moi, jusqu'en 1627, il y aura peut-être une certaine tolérance, mais très, très mince. Mais à partir de 1627, officiellement, je dis bien là, officiellement, les protestants n'auront pas le droit de s'établir en permanence en Nouvelle-France. Mais des études démontrent que quelques-uns se sont peut-être apparemment convertis au catholicisme, mais personnellement, dans leur cœur, ils sont demeurés protestants en faisant peut-être des cérémonies protestantes. Pourquoi les protestants ont été exclus de la colonie? En 1610, un événement marquant en France, Henri IV est assassiné. Donc, c'est son épouse qui prend le pouvoir, Marie de Médicis, qui, elle, est une fervente catholique. Donc, déjà là, on a un changement de garde. On sait que Marie de Médicis est moins tolérante que son défunt mari. Éventuellement, Louis XIII, lorsqu'il prendra le pouvoir aussi, sera un fervent catholique. De 1621 à 1627, la compagnie qui détient le monopole s'appelle la Compagnie de Caen, qui est formée de protestants et de catholiques. Chez les de Caen, on a des catholiques et des protestants. Pendant longtemps, Champlain se plaint de cette situation-là parce qu'il dit « Les protestants viennent ici, ils font leurs prières publiquement devant les Amérindiens et ce n'est pas la bonne façon de procéder si on veut convertir les Amérindiens à l'unique religion qui vaut, qui est importante, c'est-à-dire le catholicisme. » Ici, il y a une colonie qui relève d'un roi avec une religion. Donc, si tu n'es pas un fidèle de ce roi et un adepte de cette religion, tu n'es pas le bienvenu dans cette unique colonie. Ça a beaucoup nui à la colonie française d'être fermée à ceux qui n'étaient pas des inconditionnels du roi ou de la religion catholique. Et d'ailleurs, lorsque Richelieu met sur pied la Compagnie de la Nouvelle-France, il est très clair que dans la colonie, les Huguenots ou les protestants n'auront pas le droit d'hiverner, les Juifs n'auront pas le droit de venir ici, il n'y aura pas d'avocat et pas d'imprimerie non plus. Il voulait la paix. Donc, à ce moment-là, en France, il n'y a plus aucune tolérance officielle ou officieuse face à ceux qui pratiquent la religion protestante.
Alors, ceux qui veulent continuer à être protestants devront quitter la France. Et comme c'était des gens qui étaient très importants au niveau du commerce et de l'industrie, la France va être pénalisée à ce moment-là parce que ces gens-là vont aller s'établir soit en Angleterre ou soit en Nouvelle-Angleterre. Et moi, j'ai toujours dit que si Louis XIV avait eu plus de largesse d'esprit, s'il avait autorisé ces gens-là, protestants, qui avaient beaucoup d'argent, à émigrer en Nouvelle-France, l'histoire aurait complètement changé. Parce que ces gens-là avaient le sens du commerce, alors que les catholiques, eux autres, ne pouvaient pas emprunter de l'argent ou prêter de l'argent à intérêt, sous peine de péché. Champlain dira nos fils marieront vos filles et ensemble, ils feront un nouveau peuple. Remarquez bien, il n'a pas dit quand nos filles marieront vos fils. À cette époque-là, en Europe, la grosse mode chez les riches, c'était de porter les chapeaux de feutre. Ouais. OK. Je sais, c'est pas un chapeau de feutre, mais bon. Le feutre, ça provenait des peaux de castor. Et les castors ici, il y en avait, puis des beaux. Donc, Champlain et ses hommes s'installent ici parce que son patron, Pierre du Godemont, a obtenu le contrôle exclusif du commerce des fourrures. Argent. Pour la Fondation de Québec, combien Dugas aurait-il investi? Pour les 5 premières années d'existence de l'Habitation de Québec, il aurait investi entre 62 000 et 120 000 livres. Alors, c'est énormément d'argent. C'est beaucoup d'argent. Pour vous donner un exemple, une servante qui est engagée par Champlain et son épouse reçoit 120 livres pour 4 années de service. Fait que Dugas investit tout cet argent-là, il met beaucoup d'énergie, j'imagine, là-dedans, et résultat net, on n'a jamais entendu parler de ce bonhomme-là. Champlain là-dedans. Lui, il investit combien? On sait qu'en 1613, lors de la création de la Compagnie de Rouen et de Saint-Malo, qui succède à la Compagnie de Dugas, on sait que Champlain investit 1800 livres dans la compagnie, ce qui est une somme peu considérable si on la compare à la somme que Dugas a investie. Ce qui est particulier dans cette affaire-là, c'est que dans les jours suivants, la création de cette compagnie, Champlain cède ses parts à Dugas en prétextant que c'était Dugas qui lui avait prêté cette somme-là. Fait que Champlain a investi 0, dans le fond. À ce moment-là, oui. Puis lui, il a eu toute la gloire. Je veux dire, il y a des monuments à l'honneur de Champlain un petit peu partout. Champlain, c'est le héros. Oui. Dugas, c'est le 0. Oui. Ça fait pas longtemps qu'on reconnaît l'apport primordial de Dugas-Demont à la Fondation de Québec. Il y a une petite plaque sur l'église Notre-Dame-des-Victoires à la Place Royale, érigée en 1999. Et pour commémorer le 400e anniversaire de la ville, le gouvernement fédéral donne ce beau monument à Québec. Mieux vaut tard que jamais. Au fur et à mesure que mon enquête se poursuit, j'en apprends des bonnes. Parmi ceux qui sont écartés des dernières mémoires de Champlain, les Amérindiens. Les Amérindiens, on les oublie toujours. L'œuvre première, le premier jet de Champlain. Les Autochtones sont partout et ils sont des acteurs importants et des partenaires importants que Champlain respecte. Sauf qu'au terme de sa vie, Champlain, en bon fonctionnaire, en vient à écrire une histoire aussi où il se place comme héros. Et à mesure qu'il va arriver au terme de sa vie, il va réécrire une histoire de fondation dans laquelle, se plaçant lui-même comme héros, eh bien, il commence à tasser les protestants, il commence à enlever de son discours l'importance des Premières Nations. Les historiens, on ne peut pas se contenter de l'œuvre seulement de 1632 puis dire maintenant c'était l'œuvre achevée. Il faut regarder toute l'œuvre. Et lorsqu'on regarde toute l'œuvre, à mon avis, ça nous invite à repenser l'historiographie dans une perspective de cofondation beaucoup plus. Et là, c'est évident que c'est plus le héros Champlain. C'est Champlain avec les populations qui étaient là. Donc, c'est plus seulement Champlain le catholique, c'est Champlain l'homme d'affaires. Et c'est dans ce sens-là qu'on renouvelle le discours sur l'historiographie pour redécouvrir au-delà, je pense, d'un pays imaginaire, le pays réel.
Quand j'étais jeune, dans l'enseignement que j'ai reçu, on me dit que c'est Jacques Cartier qui a découvert le Canada. C'est Champlain qui a fondé Québec. Et quand j'entends les guides expliquer aux touristes la contribution de Champlain, la contribution des Français dans le développement du Québec, ça me heurte parce que on oublie la contribution des peuples autochtones et on véhicule encore aujourd'hui ce message-là. Sans les Amérindiens, les Français, là, vite disparus de la carte. Parce que c'est les Amérindiens qui leur ont donné le remède contre le scorbut, une maladie terrible due à un manque de vitamine C. Puis les Amérindiens ont aussi appris aux Français à se protéger du froid l'hiver. Imaginez, les Français arrivaient ici avec des petites bottines de feutre, pas de foulard, pas de mitaine. Hein? Hey, chose, réveil! À moins 40, ça prend des manteaux de fourrure, là. Hein? C'est sûr que la contribution des Indiens a été mal étudiée. C'est vrai qu'on a eu tendance à les ignorer. C'est vrai. On ne leur a pas donné la place qu'ils occupaient vraiment. Au début, ils avaient besoin des Autochtones pour survivre dans ce milieu qui était tout à fait étranger et nouveau, où ils avaient de la difficulté à se guider. Évidemment, c'était des partenaires, les Autochtones. Mais avec le temps, ils ont été ignorés. Je pense qu'on a commencé maintenant à s'intéresser à ce que l'Amérique et ses premiers habitants avaient apporté au reste du monde. Les Amérindiens ont contribué à la Fondation en laissant les Français venir s'établir sur le territoire, en les accompagnant durant les explorations et en leur permettant d'explorer le territoire. Champlain essaie de convaincre les montagnais de le guider jusqu'au lac Saint-Jean, parce qu'il sait que des nations y vivent, que ces nations pourraient apporter de nouvelles fourrures, apporter davantage de fourrures à Québec. Les montagnais lui disent non. Poliment, ils disent. Peut-être qu'un jour, nous t'amènerons. Pour le commerce de fourrure, c'est eux qui vont chercher la fourrure. Et c'est ça qui intéresse les Français. Et il n'y a pas de commerce des fourrures sans les Indiens. L'hiver, pour s'adapter, pour survivre, pour se déplacer, les Français adoptent certaines technologies des Amérindiens, dont les raquettes. Pour Champlain, qui est passionné d'exploration, ils lui servent d'interprète, ils lui servent de guide. Il est émerveillé. Par exemple, il arrive au Sault-Saint-Louis, il dit « Mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? » Avec sa barque, il n'est pas capable de s'engager dans le rapide Saint-Louis. Mais il regarde les embarcations des Indiens, il dit « Eux autres, ils ont ce qu'il faut, hein? » Il rend hommage aux embarcations des Indiens. Il rend hommage à leur sens de l'orientation. Champlain, il dit « Nous ne pouvons pas déclarer la guerre aux montagnais parce que nous ne pourrons plus aller nulle part. Nous serons confinés à l'habitation, nous ne pourrons plus sortir de l'habitation, il n'y aura plus aucune sécurité pour les Français qui viendront ici. » Donc, encore plusieurs années après la fondation de Québec, Champlain le dit « Nous sommes ici parce que les montagnais nous le permettent. » Quand Champlain, par exemple, est blessé, qui le soigne? On ne fait pas venir un médecin de la cour, là. Ce sont les Indiens qui le soignent. Donc, au niveau des premiers soins, ou de la santé, ou du traitement des maladies, les Indiens ont ce qu'il faut. Ils se débrouillent très bien et les Français vont en profiter. Depuis une cinquantaine d'années, les historiens en particulier reconnaissent de plus en plus la contribution des Amérindiens, mais malheureusement, ce ne sont pas tous les historiens qui admettent que les Amérindiens puissent avoir été cofondateurs. Au-delà des objets, au-delà des fruits, au-delà de la nourriture, au-delà de la pomme de terre ou du maïs ou du chocolat ou de la vanille, hein, il y a des modes de vie. Et le mode de vie décrit par les premiers explorateurs laisse les Européens assez pantois, protestants ou catholiques d'ailleurs. Hein? Ah bon, on peut donc vivre autrement. Et c'est Lahontan qui va le raconter. Il dit, je parle avec un Indien, là, puis il dit, ce qu'il me décrit, là, il dit, c'est une société où règne la liberté, l'égalité et la fraternité. Les mots sont à peu près dans un même paragraphe. Ce modèle-là fascine les Européens.
Et donc, les récits des premiers voyageurs, des premiers explorateurs sont de grands succès de librairie en Europe. On traduit ces textes-là dans toutes les langues européennes. Pourquoi? Parce qu'on découvre une autre façon d'être, une autre façon de vivre, une autre façon de se comporter. Et moi, je crois que les encyclopédistes français vont se nourrir de ces textes-là et vont retenir des thèmes de liberté, d'égalité, fraternité. Alors, laissons-nous porter un petit peu. Je crois que la Révolution française a une petite dette envers les Amérindiens. Champlain a compris tout de suite que les Indiens étaient essentiels. Essentiels à tout point de vue. D'abord, il aurait bien voulu amener des colons en grosse quantité, mais il se rend bien compte que c'est difficile et ça coûte cher. Bon, alors, il se tourne vers les Indiens en disant, bon, bien, peut-être qu'avec ces gens-là, on pourrait composer un petit peu. J'ai quelques hommes, parmi ces gens-là, il y a quelques femmes. D'ailleurs, les chefs le disent dès le début. Écoutez, nous, on a des femmes, on a de l'espace, on a des femmes. Et ils en viennent d'ailleurs à développer l'idée d'un peuple nouveau. On parlerait aujourd'hui de diversité culturelle, bien, c'était peut-être un peu ça. Je pense que c'est une idée qui a sûrement été présente chez mes ancêtres, connaissant un peu leur capacité d'accueil et puis leur politique de l'immigration de l'époque, je dirais. On avait des Français qui allaient vivre parmi les Amérindiens pendant un certain temps et on sait que, aux grandes dames des religieux, certains entretenaient des relations avec des Amérindiennes, repartaient par la suite, revenaient, et donc ça dérangeait beaucoup les religieux. À Trois-Rivières, l'échange qu'il a avec le fils de Capitanal, Champlain dira nos fils marieront vos filles et ensemble, ils feront un nouveau peuple. Marquez bien, il n'a pas dit quand nos filles marieront vos fils. Il faut vraiment faire un peu de maïeutique, là. Pour lui, un Français pouvait marier une Autochtone, mais un Autochtone pouvait peut-être prendre très rarement femme chez une Blanche, chez une Française. L'idée Champlain l'aura, cette idée donc de métissage, il l'aura. C'est ce qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, il y a des belles fleurs chez les Inuits. Il y a des volants chez les Inuits. Florent Volant en est un exemple. Ce sont tous des noms francophones parce que ce sont des descendants de métis. Et puis, Mackenzie, moi, c'est un Écossais. Donc, on s'est anglicisé un petit peu plus. Mais du côté francophone, il y a beaucoup d'Autochtones qui portent un nom français. Les Fontaines, par exemple. Quand les Québécois font leur arbre généalogique, immanquablement, ils trouvent dans leur arbre généalogique des ancêtres indiens. Et ça fait partie de l'histoire, ça fait partie du quotidien, et puis ça fait partie de toutes les complicités, puis ça fait partie de l'histoire d'à peu près toutes les familles. C'est une question de survie, de cohabiter, parce qu'il faut se mettre à l'époque de 1608, c'était un endroit difficile. Donc, il n'y avait pas le dépanneur du coin, il n'y avait pas le resto du coin, il n'y avait pas le train ou l'autobus pour nous amener d'un endroit à l'autre. Donc, c'est de cette façon-là qu'il faut la voir, ce métissage-là. C'est une question de survie, à mon avis. Après la pause, on a toute une surprise. Il y aurait 2 autres cofondateurs dans le portrait. Eh oui, ça n'arrête pas. OK, Chief. Je suis toujours réticent à utiliser des termes comme premier fondateur, premier découvreur. Aux yeux peut-être des Français, oui, peut-être, mais pas aux yeux des peuples autochtones qui étaient là. Champlain arrive ici en 1608 pour servir les intérêts du protestant Dugas et faire le commerce des fourrures. Il développe une amitié avec les Montagnais. Leur chef s'appelle Anadabijou. C'est cute comme nom, hein? Anadabijou. Anyway, un autre Français était déjà passé à Tadoussac 5 ans avant Champlain pour préparer le terrain avec les Montagnais. Et Anadabijou a même conclu une entente avec cet autre Français, François Gravé-Dupont. Dupont-Gravé me paraît être un de ceux qui avaient bien reconnu le fleuve Saint-Laurent, au point, entre autres, d'être à l'origine d'une carte très éloquente qui est de 1601. Donc, il y a une connaissance du lieu Québec et on a dû s'en parler, etc. Dupont-Gravé, pour moi, est un précurseur important.
En 1599, déjà, il explore le fleuve Saint-Laurent. Marcel Trudel nous dit qu'on lui doit la première utilisation des toponymes Québec et Trois-Rivières. En 1600, François Gravé-Dupont participe à la fondation de Tadoussac. En 1603, c'est lui qui commande l'expédition de traite au Canada, à laquelle participe Champlain, mais à titre officieux. En 1608, Dugas délègue Champlain et Gravé pour mener conjointement la fondation, l'expédition qui mène à la fondation de Québec. Et ultérieurement, jusqu'à 1629, Champlain et Gravé cohabitent, prennent des décisions conjointement, de concert. Et souvent, Champlain le dit, lorsque j'ai une décision importante à prendre, je consulte en tout premier Gravé-Dupont pour avoir son avis. Est-ce qu'on peut lui compter parmi les fondateurs de Québec? On devrait, parce qu'il a traversé l'Atlantique peut-être aussi souvent que Champlain, ce qui est quelque chose de phénoménal à l'époque. On sait que Champlain a traversé plus de 20 fois l'Atlantique durant ses voyages. C'est Gravé qui initie Champlain en quelque sorte aux affaires franco-amérindiennes, aux explorations sur le terrain. François Gravé-Dupont, qui commande l'expédition en 1603, qui est accompagné par Champlain, rencontre le grand chef montagnier Anadabidjo, fait une proposition d'alliance aux Montagnais. Essentiellement, pour résumer les termes d'alliance, Henri IV apprend que cette nation est en guerre presque constante avec les nations iroquoises, les 5 nations iroquoises. Henri IV fait une offre aux Montagnais. Essentiellement, ce qu'il leur dit, c'est « Si vous nous donnez la permission de peupler le territoire, de cohabiter avec vous, en échange, nous vous assisterons dans vos guerres contre les Iroquois ou nous vous aiderons à conclure une paix avec cette nation. » Il dit c'est réglé. Il dit Anadabidjo et les siens choisissent la guerre. Alors, on va vous aider, bien sûr, les Français, mais vous allez être à côté de nous autres pour la guerre. Il y a une chose qui est certaine, c'est que les Premières Nations ont accueilli les Européens de bonne foi, de gré à gré, dans un esprit de partage du territoire, de partage des ressources, mais dans un rapport donnant-donnant. Dans un rapport où on vous accueille, mais en échange, vous êtes chez nous, vous deviendrez des nôtres, mais on vous accueille. Donc, c'est une première rencontre. C'est des débuts de partenariat et de travail en commun. Par contre, encore une fois, on ignore la participation des Amérindiens. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Une partie du blâme revient à Champlain. En 1603, c'est lui le premier qui décrit cette alliance importante. C'est un événement précurseur, un événement historique. En 1632, il devient le premier à nier son importance parce que, en rééditant son récit de 1603, il coupe le récit de l'Alliance. Donc, cette alliance qui était fondatrice devient un événement qu'on oublie, qu'on peut oublier, qu'on laisse de côté. Donc, Champlain est le premier responsable de cet oubli. Ultérieurement, dans les décennies qui vont suivre, les Français et éventuellement les Canadiens français, les Québécois, ont tardé à admettre que les Montagnais et les Amérindiens pouvaient avoir contribué à la fondation parce que pendant longtemps, on voyait les Amérindiens comme des êtres inférieurs. Je pourrais te montrer un atlas géographique du Canada qui a été publié en 1925 par les frères Maristes. On voit une classification des différentes races. La race blanche est en haut de l'échelle, la race jaune, la race noire et en bas, en petit caractère, on parle des Amérindiens et on dit que les Amérindiens vont disparaître éventuellement et qu'ils seront assimilés. Qu'est-ce que ça nous dit? C'est que les Amérindiens n'avaient pas leur place dans la société à l'époque. L'histoire est racontée par celui qui domine. L'histoire est racontée par le vainqueur. Vous savez, on n'aime pas parler de la victoire des plaines d'Abraham. On parle de la bataille des plaines d'Abraham au Québec. Et c'est pour cette raison-là qu'on reste avec des erreurs au niveau historique. Est-ce qu'on peut donc dire que Anadabidjo aussi pourrait être considéré un des cofondateurs de Québec?
Selon moi, oui. Certains vous diront non parce que les Montagnais n'ont pas financé la fondation, non parce que les Montagnais n'ont pas construit ou participé à la construction de l'habitation. Il faudrait définir qu'est-ce qu'on entend par fondation. Est-ce qu'on parle seulement de la construction d'une habitation par des Français le 3 juillet 1608 et dans les jours successifs? Ou est-ce qu'on parle de la fondation, de la création de quelque chose de nouveau? Si on parle de la création de quelque chose de nouveau, il faut parler de la cohabitation avec les Amérindiens parce qu'on sait que les Montagnais contrôlent la région de Québec à l'époque. Bon, attendez, là, on est rendu à combien de cofondateurs? Samuel de Champlain, Pierre du Godemont, François Gravé-Dupont, l'Indien Anadabijou. Ah, mais est-ce qu'on peut considérer les Amérindiens des cofondateurs? Ils étaient déjà ici. Ce que j'aimerais que les gens se rappellent de la Fondation de Québec de 1608, c'est le début d'une nouvelle relation entre les peuples autochtones et le Québec, les Français. C'est ça que j'aimerais qu'ils se rappellent. C'est plus ça, plutôt que de rappeler la première pierre qui a été posée sur l'habitation ou encore de rappeler que Champlain est venu là. Non, c'est pas ça. Je pense ce qu'il faut se rappeler, c'est le début d'une nouvelle relation entre les peuples autochtones et le Québec. C'est la cohabitation entre deux sociétés. Et je suis toujours réticent à utiliser des termes comme premier fondateur, premier découvreur. Aux yeux peut-être des Français, oui, peut-être, mais pas aux yeux des peuples autochtones qui étaient là. Ils étaient là bien avant Champlain, bien avant Cartier. Est-ce que c'est Champlain qui a fondé? Est-ce que c'est Dubois-Dupont? Est-ce que c'est... Donc, ça nous prend comme, à chaque fois, un fondateur. Le nom d'une personne qui vient comme fonder, créer le père fondateur, la mère fondatrice. Et ça, je pense que dans la conception de l'histoire, dans la conception des histoires nationales, c'est souvent important et ça s'inscrit dans les discours, comme la conquête. Hein? La conquête de 1760, c'est la guerre. On gagne, vous perdez, nous sommes les conquérants, puis tiens, on vient de refonder. L'alliance entre les Montagnais et les Français en 1603, pensez-vous que les Indiens et les Amérindiens savaient dans quoi ils embarquaient? Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire là-dessus. D'abord, les Indiens, c'est des gens intelligents et qui comprennent tout ce qu'il faut comprendre. Il n'y a pas de problème avec ça. C'est toujours le même comportement des Indiens. Quand ils voient arriver des Européens, ils les voient arriver avec des marchandises nouvelles. C'est des commerçants. C'est des êtres humains, c'est des commerçants. Ils sont déjà dans des réseaux d'échange. Il y a déjà des réseaux d'échange qui existent à la grandeur de l'Amérique. On les connaît. On le sait par les objets qu'on trouve un petit peu partout et qui ont été importés de l'autre extrémité du continent. Donc, quand on voit arriver les Européens, on dit « Ah, il y a des affaires là, il y a des choses à faire ». Quand les Hurons voient arriver les haches, les chaudrons, etc., en baie georgienne, tout de suite, ils s'imaginent le trafic qu'ils vont pouvoir faire. Donc, à mon avis, c'est une erreur de présenter les Indiens comme des victimes. Est-ce que le fait de planter une croix quelque part dans Tadoussac veut dire, tout d'un coup, voilà, le Québec appartient maintenant aux Français? Mais non, pas aux yeux des Autochtones. Ça ne veut pas dire ça. Je pense que c'est pour ça qu'il y a encore aujourd'hui des revendications territoriales à régler entre le Québec et les peuples autochtones. Jamais dans l'histoire de la Nouvelle-France, il y aura des traités territoriaux. Il n'y a pas de traités territoriaux entre Français et Indiens. OK? C'est la cohabitation et c'est le métissage. Les Anglais vont faire des traités territoriaux. Ils vont déposséder les Indiens systématiquement du territoire. Les Français ne le feront jamais. Au point qu'actuellement, au Québec, par exemple, la question territoriale, elle est entière. Sauf la Convention de la baie de James qui en a réglé un bout, là. Mais ici, la question est entière, elle est devant les tribunaux. Les Indiens de partout au Québec réclament des droits territoriaux, justement parce que les Français ne les ont jamais dépossédés, n'ont jamais réglé ça d'aucune façon. Ce qui a été pratiqué, j'insiste là-dessus, c'est la cohabitation. Et ce qu'on n'a pas voulu assez voir, c'est le métissage. Et à la grandeur du continent. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on est en face d'un peuple métissé. Il y en a qui se disent blancs et qui se disent québécois pur laine et blancs. Il y en a d'autres qui se considèrent comme des métis, qui de plus en plus, et c'est de plus en plus fort actuellement, des gens qui se revendiquent un statut de métis. Puis à côté de ça, vous avez d'autres métis qui se disent indiens. Parce qu'il ne faut pas se tromper, les Indiens sont aussi des métis. C'est pas possible de trouver aujourd'hui un Mohawk
un Mohawk de... 100%. Ben, c'est impossible. C'est impossible. Mon enquête n'est pas finie. Dans le deuxième épisode, on va découvrir d'autres vérités cachées sur Champlain. Sa vie avec Hélène de Champlain, une tentative d'assassinat contre Champlain. Et on va voir aussi que la colonie a failli ne pas être fondée à Québec. Un scoop, je vais découvrir la tombe de Champlain, que tout le monde cherche depuis 400 ans. Bienvenue au deuxième épisode de mon enquête Champlain. C'est beau, Québec vue du fleuve, n'est-ce pas? Bon, mon enquête nous a déjà permis d'apprendre que, contrairement à ce qu'on nous enseigne depuis toujours, Champlain n'est qu'un des fondateurs de Québec, que son patron, ignoré de nos livres d'histoire, était un protestant, Pierre du Godemont, et on a vu aussi que sans l'apport considérable des Amérindiens, Québec n'aurait jamais pu être fondé. Au fur et à mesure que mon enquête se poursuit, j'en apprends des bonnes. Saviez-vous que c'est pas ici à Québec que Champlain voulait fonder la colonie? Montréal avait été repéré par Champlain. Trois-Rivières également. Où Champlain aurait-il voulu établir la colonie? Si on se fie à son premier récit de 1603, son choix se serait sûrement arrêté sur Trois-Rivières, parce que c'est un point de passage. Si on se fie à Marc Lescarbot, qui est un auteur du temps de Champlain, le choix de Québec revient à Dugas. Sur le fleuve Saint-Laurent à l'époque, on ne pouvait pas naviguer avec des gros navires, des gros vaisseaux. On arrêtait à Tadoussac parce qu'on ne connaissait pas les marées, on ne connaissait pas les mouvements des marées, on ne connaissait pas très bien les vents et tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on faisait? On jetait l'ancre à Tadoussac et on descendait en barque. Donc, pour une première expédition, surtout en 1608, on sait qu'ils ont une année pour jeter les fondements d'une nouvelle habitation. Donc, ça aurait été peut-être plus difficile de partir de Tadoussac, de se rendre jusqu'à Trois-Rivières et là, d'entreprendre les travaux de construction une fois sur place. C'était une étape. La première étape, c'était Québec. La seconde, Trois-Rivières. La troisième, Ville-Marie, Montréal. Sérieux, là? Et la suite, maintenant. C'est quasiment du meurtre et mystère, cette affaire-là. J'ai découvert que Champlain l'a échappé belle peu de temps après la fondation de Québec. Il a passé à un cheveu de se faire assassiner, mais le complot a été découvert à la dernière minute.
Généralement, on a tendance à présenter l'histoire de la Nouvelle-France comme une histoire qui est d'abord l'installation de quartiers dans les années 1530-1540. Et ensuite, on saute à Champlain, début du 17e siècle. On présente ces 60 années qu'il y a entre Cartier et Champlain comme étant une période un peu vide, où il ne s'est pas passé grand-chose. Alors qu'en fait, c'est une période où il y a eu une activité très intense en Nouvelle-France, qu'on commence maintenant à mieux connaître. Déjà 20, 30 ans avant l'arrivée de Champlain, les Basques étaient très présents, avaient développé des liens avec différents groupes amérindiens, avaient peut-être même eu des relations avec des femmes amérindiennes, avaient eu des enfants. Les Basques viennent d'abord à Tadoussac, puisqu'il y a à l'époque beaucoup de baleines à Tadoussac. Ils installent des campements à la baie Sainte-Catherine, par exemple, aussi à l'île aux Basques, où nous avons trouvé plusieurs fours qui servaient à faire les fonds de baleines. Et ils remontaient le fleuve jusqu'à Québec et même jusqu'à Montréal pour traiter avec les Amérindiens. Alors, comment ils se sentaient quand Champlain et ses hommes sont arrivés? Il est sûr que les Basques n'étaient pas très contents et se sont sentis lésés par le roi de France et qui était représenté au fond par Champlain. Il y a des tensions entre les Basques et Champlain. Champlain, il en parle explicitement à plusieurs endroits dans ses récits de ces tensions. Par exemple, les Basques vont attaquer parfois ses navires, lui enlèvent ses fourrures. Pensez-vous que les Basques sont mêlés au complot contre Champlain en 1608? Écoutez, moi, je le pense. Je pense que c'est une hypothèse qui est très plausible. On n'a pas de preuves absolues, mais compte tenu du fait que ces Basques avaient déjà développé des liens importants avec les groupes amérindiens, que Champlain venait en quelque sorte leur couper l'herbe sous les pieds et qu'ils étaient finalement en concurrence contre Champlain. Il y avait des motifs, en tout cas. Ils avaient des motifs, oui. Les Basques, eux autres, veulent empêcher qu'il y ait un poste de traite établi à Québec ou plus haut que Québec. Or, les Basques, à ce moment-là, convainquent, entre autres, Jean Duval et 3 autres, d'assassiner Champlain. Et à ce moment-là, ça va peut-être mettre fin, temporairement du moins, à l'établissement d'un poste de traite à Québec. Alors, Champlain, dans ses hommes, il y avait des traîtres déjà? Il y avait déjà des traîtres. À ce moment-là, les 4 conspirateurs, eux autres, ils veulent aussi se partager le butin. Et les Basques leur avaient promis des récompenses et ils avaient promis aussi des ramener en Espagne s'ils réussissaient leur coup. Alors, rendu à Québec, le 3 juillet 1608, ou quelques jours après, alors qu'on commence à construire l'habitation, il y en a un qui a des remords de conscience. Il dit quand même, peut-être qu'on ne devrait pas faire ça. Ah, il va rencontrer le capitaine de la barque et il lui avoue ce qui s'est passé. Alors, le capitaine, lui, va voir Champlain et il dit à Champlain ce qui se trame contre lui. D'après les rumeurs, on s'était demandé comment il l'assassinerait. Bien, peut-être qu'on aurait simulé une attaque d'Autochtones un peu méchants. Et on savait aussi que Champlain avait toujours son sac de poudre avec lui. On s'est dit, on va faire un petit trou dans le sac de poudre. Et quand il va être assez loin, on va mettre le feu puis il va sauter. Mais l'histoire, vous savez, est faite d'une drôle de façon. Or, Champlain va faire arrêter Jean Duval et les 3 autres. Le jugement qui est rendu, celui qui a dénoncé le complot, on lui pardonne. Ceux qui complotaient avec le chef du complot sont renvoyés en France, tandis que le chef du complot, Jean Duval, lui, est pendu. C'est la première pendaison dans l'histoire de la ville de Québec. Et à ce moment-là, on va lui couper la tête. Mon Dieu! Et on va mettre la tête sur une pique, près de l'habitation qui est en construction. Parce que l'important... La tête sur une pique? Oui. Mais ça fait sauvage, ça, pas mal. Non. Est-ce qu'ils ont appris ça des Autochtones? Ben non. Okay. En France, à ce moment-là, et en Europe occidentale, il y avait la mise à la question
Et moi, j'ai déjà rapporté, par exemple, au sujet de la prétendue cruauté des Autochtones, qu'en France, il y a une femme enceinte qui était soupçonnée de vol et on l'a installée après une grande perche, puis on la faisait tomber sur le ventre jusqu'à temps qu'elle avoue. Bon. Mais l'important dans la justice au 17e, 18e siècle, c'est de faire un exemple. C'est un meurtre symbolique pour dire aux Basques et aux Espagnols, attention, si vous pensez prendre Québec, nous l'avons fondée, nous pouvons la défendre. Et en quelque sorte, c'est un geste fondateur, comme le meurtre symbolique des deux frères Romulus et Rémus durant la fondation de Rome. Ça marque de manière officielle la fondation de Québec. La personne a été décapitée ici, probablement pendue et décapitée ici pour que ce soit sur une hauteur. Parce qu'il voulait que tout le monde voit. Oui. Okay. Puis à l'époque, aujourd'hui on oublie ça, mais à l'époque le port était vraiment le centre de la vie. Ouais. Okay. Puis ici, c'était l'habitation comme telle. Oui. Il y avait d'abord eu beaucoup de campements amérindiens. Ici, ils ont fait des fouilles archéologiques, ils ont trouvé des occupations amérindiennes qui remontent à, je sais pas, au moins 1000 ans avant Jésus-Christ. Oh, wow. Donc, c'était un espèce de plateau bien protégé. Et donc, Champlain s'est installé là où il y avait eu ces Amérindiens. On voit les tourelles là, de son habitation qui sont indiquées là avec les pierres grises, là, vous voyez? Ah oui, OK. Oui, donc c'était ça l'habitation, oui. Le Pays basque fait partie de la France à cette époque, mais je pense qu'ils n'avaient pas été très bien intégrés dans cette stratégie mise en place par la France pour développer une colonie ici. Je pense que la France avait consciemment écarté les Basques de cette entreprise en raison de cette crainte que l'Espagne allait s'imposer et éventuellement allait faire chavirer le projet. Champlain non plus n'aura pas d'enfant avec Hélène Boulay. Sur le plan sexuel, je pense que là, il y a un problème. Et mon explication est toute simple, et il ne faudrait pas faire les manchettes avec ça demain matin, mais Champlain étant allé aux Antilles, bien, il a rapporté probablement des Antilles la même chose que tous les autres, ce qui rend impuissant. Je suis ici dans la résidence officielle du gouverneur général à Québec. Et voici le portrait officiel de Samuel de Champlain. Mon enquête m'apprend qu'il n'existe aucun portrait officiel de Champlain. On ne sait même pas de quoi il avait l'air. Bon, les images qu'on a sont bien belles, mais ce sont des inventions d'artistes. Alors, tous les portraits, toutes les statues qu'on voit en Amérique du Nord sont basées sur quoi, coudonc? On n'a aucun portrait officiel. On a des autoportraits possibles. Les Roses des Vents qui figurent sur les cartes générales de la Nouvelle-France de 1612 et de 1632. Oui, mais ça a plus l'air d'un bonhomme sourire. Hein? Oui, mais ce serait l'hypothèse la plus plausible. On a aussi une espèce d'autoportrait. Champlain se représente en 1609 participant à une bataille contre les Iroquois aux côtés de ses alliés amérindiens. Il est au centre de l'image, mais en dehors de ses portraits, ou autoportrait, on n'a aucun portrait officiel de Champlain. Alors, qui est celui qu'on voit à la citadelle? C'est un homme qui s'appelait Michel Particelli, qui était un contrôleur des finances, si ma mémoire est bonne, sous Louis XIV. Donc, Quel rapport? C'est un homme qui n'a aucun rapport direct avec Champlain ou avec la Nouvelle-France. Est-ce que c'était un beau bonhomme, au moins? Je vais te laisser te prononcer. Bon, on sait qu'on ne sait pas de quoi Champlain avait l'air. Il y a d'autres affaires qu'on ne sait pas non plus. Son âge. Il s'en est pas vanté, en tout cas. Puis je pense que je comprends pourquoi. Il y a un autre aspect plutôt délicat de la vie de Champlain que peu de gens connaissent. À 40 ans, il a épousé une jeune fille de 12 ans, Hélène Boulay. Allez pas croire que j'insinue des choses pas catholiques. Ça se faisait couramment à l'époque. Surtout que les historiens pensent que Champlain a marié la petite fille pour son fric. Ce qui ne fait pas honneur à un personnage, on l'écarte tout de suite. C'est pour ça que
On ne parlait jamais du mariage de Champlain avec Hélène, hein, avec une fille de 12 ans, et ainsi de suite. Et on n'insistait pas sur le montant de la dot. Ça fait partie des suites de la prédominance de l'esprit religieux. Ce qui était un petit peu hors norme, c'était l'écart d'âge qu'il y avait entre les deux. Il y avait plus de 30 ans, il aurait pu facilement être son père. Ce qui était la norme aussi à l'époque, c'était que les parents créent les mariages sans le consentement des jeunes. Les mariages étant à ce moment-là des contrats d'affaires passés entre deux familles, soit pour enrichir la famille, ou soit pour l'élever dans l'échelle sociale, augmenter son titre de noblesse, par exemple. Hélène Boulay apporte une dot de 6 000 livres, ce qui est quand même une somme assez considérable. Qui est le père de Hélène Boulay? C'est un secrétaire à la Chambre du roi. Donc, en épousant cette jeune fille, Champlain a une entrée directe à la cour du roi. C'est un mariage d'intérêt sans aucun doute. Il ne faut pas oublier que le mariage est arrangé après la mort d'Henri IV. Donc, il faut qu'il rétablisse des liens avec la nouvelle cour qui se met en place. Donc, le mariage d'intérêt, là, il peut être là. C'est un calcul, là. Henri IV a été assassiné. Donc, maintenant, comment je refais mon réseau d'influence pour avoir accès à ceux qui ont pris la place? Donc, le mariage peut peut-être faciliter les choses. Comment Samuel de Champlain et Hélène se sont rencontrés? Sûrement pas à l'Internet, pas dans un bar. Comment ça se faisait dans ces temps-là? Alors, donc, non, c'est sûrement pas sur Internet, là. Les historiens que j'ai consultés parlent d'une longue amitié qui aurait existé entre Samuel de Champlain, Nicolas Boulay, son père, Pierre du Godemont, le capitaine Gravé. Il est même dit que Pierre du Godemont aurait instigé le mariage entre Hélène Boulay et Samuel de Champlain. Mais est-ce que c'est pas complètement étrange qu'un ami de ton père, le chum de ton père, arrange le mariage avec sa petite fille qui a comme... Elle avait 11 ans ou 12 ans, puis lui, il avait quoi, 40, 42, 3? Avec les yeux d'aujourd'hui, dans notre civilisation, c'est on très trouve étrange. Ça étrange et révoltant même. Oui. Moi, j'ai travaillé avec des adolescentes toute ma vie. Alors, j'essayais d'imaginer mes adolescentes de 12 ans dans la folie de l'enfance. Ils ne sont pas tout à fait connectés à la réalité de la vie. Et tout à coup, on dit du jour au lendemain à cette jeune fille de 12 ans-là, ben voilà, regarde l'ami de ton père qui venait nous parler de ses voyages, qui rapportait des colliers des Amérindiens d'outre-mer. Ben voilà, ça va devenir ton époux tout à coup. Pensez-vous qu'elle était contente, Hélène? Mais qu'en pensez-vous? Hein? Moi, ça me surprendrait énormément. Bien, c'est ce que j'ai aussi déduit. Je me disais, c'est impossible qu'une jeune fille rêve d'un prince charmant qui puisse ressembler à Samuel de Champlain. Tu sais, 40 ans, il a traversé plus de 40 ans. Il a traversé plusieurs fois les mers. Il devait être tout ridé, la peau basanée, sa petite moustache, puis c'est l'ami de son père. Alors... Dans leur contrat de mariage, il était écrit que, étant donné qu'elle n'était pas nubile, qu'elle n'était pas en âge de procréer, Champlain n'avait pas le droit d'habiter avec elle avant 2 ans. Voilà pourquoi elle demeure chez ses parents pendant que Champlain retourne en Nouvelle-France. Et au moment où doit commencer leur cohabitation, quelques mois après, Hélène fait une fugue de chez son époux. Elle fugue pendant assez longtemps, presque une semaine. Et on a envoyé la police. N'exagère pas, ce sont les termes mêmes du document. Et on l'a ramené au foyer conjugal. De force. Donc ça, c'est lié avec son tempérament, je crois. Parce que même moi, dans mes classes, quand les jeunes à qui j'enseignais, quand il y en avait une qui fuguait, bien, évidemment, c'était une jeune fille qui n'était pas satisfaite de sa situation, mais qui avait quand même une espèce d'énergie assez pour s'opposer en faisant sa fugue.
Suite à sa fugue, ses parents vont la déshériter, c'est-à-dire qu'ils vont lui reprocher de ne pas avoir obéi au mot d'ordre qu'il lui avait donné. Hein. Il lui avait dit « Ton mari va revenir, tu vas cohabiter avec. » Elle s'était opposée. Il lui reproche des injures qu'elle leur aurait fait et donc il la déshérite. Et elle va rentrer dans ses droits à l'héritage seulement lorsque son Champlain sera décédé. La nature de la relation entre Hélène Boulay et Champlain, il n'en parle jamais. Il a écrit plus de 1000 pages, il n'en parle jamais. Il ne la nomme jamais. Peut-être qu'il ne l'aimait pas. Écoute bien. Il s'en souvient de son mariage parce qu'il va nommer l'île Sainte-Hélène. Il y a une île en face de Montréal où il érige une fortification. Et là, il appelle l'île Sainte-Hélène. Alors, là, il nomme sa femme par son prénom sans faire de référence. Hein? C'est gratuit comme ça. C'est nous qui supposons que c'est en pensant à sa femme qu'il a baptisé l'île Sainte-Hélène. Elle voyage une fois avec son époux de 1620 à 1624. Elle vient pendant 4 ans, mais Champlain nous dit pratiquement rien de son séjour. Il nous dit « J'arrive en 1620 avec ma famille. » J'amène ma famille. C'est quoi? C'est une domestique, c'est sa femme, les deux probablement. Et quand il arrive après une traversée qui est une des pires qu'il a connues, il arrive un petit bateau à bord duquel est Eustache Boulay, qui est tout étonné, dit Champlain, de rencontrer sa sœur et de constater qu'elle a osé traverser cette mer très, très périlleuse. Écoute, c'est comme ça qu'on apprend des choses, hein? C'est des petites bribes. Pensez-vous qu'Hélène a aimé ça, venir en Nouvelle-France puis vivre ici? J'imagine que ça a dû être un choc total pour une petite Parisienne. Oui, probablement au niveau des cultures, tout ça. Mais par contre, connaissant son tempérament, je suis pas certaine qu'elle n'avait pas un goût d'aventure en elle, cette jeune fille-là. Et certainement qu'elle avait entendu parler de ce qui se passait en Nouvelle-France par Champlain. Elle n'a pas été plongée ici sans savoir où elle s'en venait. Donc, elle s'est pas venue donc, avec les talons hauts puis les crinolines, là. Et donc, moi, je pense, d'après ce que j'ai lu, de ce que les historiens ont dit, elle s'est emmenée ici. Puis ici, c'était une petite communauté. Et on dit que quand les Français arrivaient ici, c'était comme ils se sentaient en liberté, en grande liberté, parce qu'il n'y avait pas le protocole, la hiérarchie, toutes les lois françaises qui imposaient la rigueur d'entrée. Tu ne pouvais pas parler à un tel, tu ne pouvais pas faire ci, tu ne pouvais pas faire ça. Ici, c'était pas ça. Ah, évidemment, nos manuels nous disent Hélène Boulay, venue en Nouvelle-France en 1620. Elle est restée 4 ans en Nouvelle-France, se consacrant à l'éducation des sauvages, à l'évangélisation. Oh, où est-ce qu'on a trouvé ça? Je me le demande. Moi, je n'ai pas vu ça. Elle suit son mari de 1620 à 1624. Elle rentre en France avec son mari. Lui revient en Nouvelle-France, mais pas elle. Champlain n'aura pas d'enfant avec Hélène Boulay. Pourquoi, pensez-vous? Parce qu'il ne pouvait pas en avoir. Sur le plan sexuel, je pense que là, il y a un problème. Mon explication est toute simple et il ne faudrait pas faire les manchettes avec ça demain matin. Mais Champlain étant allé aux Antilles, bien, il a rapporté probablement des Antilles la même chose que tous les autres, ce qui rend impuissant. La syphilis. Qu'est-ce qui vous passionne tellement à propos d'Hélène de Champlain? Ce qui m'a attiré vers elle, c'est que c'était la femme du fondateur et du lieutenant de la colonie, puis que jamais on avait parlé d'elle. Il n'y avait absolument mais rien à part la chronique des Ursulines sur Hélène de Champlain. Quand sur Champlain, donc, on pouvait voir des tonnes et des tonnes d'informations. Hélène, donc, elle a été mon guide vers les femmes de cette époque-là. Il faut se rappeler qu'au 17e, sous l'Ancien Régime, la femme est une mineure. C'est un enfant mineur qui ne peut pas servir de témoin, qui ne peut pas faire de transactions. Elle ne peut même pas, si elle n'a pas la permission du mari, elle ne peut même pas faire un cadeau à son mari. On a vu des documents pour ça.
les choses en rétrospective comme ça, bien, ça m'a fait découvrir plein de choses que ma grand-mère disait. Par exemple, faire son devoir par rapport à la sexualité. Bien, ça, c'est parti de là. J'ai découvert qu'on était liés à cette époque-là parce que c'est là que tout a commencé dans l'évolution, là, le balbutiement d'évolution des femmes. Me semble pour Hélène de Champlain, de finir sa vie dans un couvent, pour une femme qui est supposément libre d'esprit puis forte de caractère, me semble que ça ne fit pas. Bien sûr, ça fit admirablement bien même. Après que son père est décédé, après qu'elle a eu réglé toutes les affaires de Champlain, elle a vu là une opportunité, comme beaucoup de veuves qui choisissaient, plutôt que de se remarier et de redevenir sous le joug d'un autre homme, d'aller s'installer dans un monastère. Elle a dit, non, je veux pas juste faire ça, je veux devenir religieuse. Et elle fonde son propre couvent, là. Elle fait faire les constructions, là. Elle supervise la construction du couvent, là. Elle fournit les fonds. Qu'est-ce que vous diriez à Hélène de Champlain? Je dirais, yes! T'as réussi. C'est beau. C'est lui qui est à l'origine d'une présence francophone, officielle, continue, en Amérique du Nord. Donc, si je retenais quelque chose de Champlain, Champlain a rendu possible la Nouvelle-France. Champlain a rendu possible l'Amérique française. Champlain a rendu possible l'exploration de l'Amérique du Nord. Finalement, ce que j'ai découvert, c'est que Champlain n'était pas exactement l'homme qu'on nous a longtemps décrit. C'est un homme de son temps. Il était attiré ici par le commerce, la gloire et l'esprit de l'aventure. Est-ce qu'il mérite une aussi grande place dans notre histoire? Pour vous, c'est qui Samuel de Champlain? Pour moi, Samuel de Champlain, c'est beaucoup plus que le fondateur d'une ville, même la ville de Québec. C'est un homme qui possède divers talents, des talents qui profitent à lui-même, mais aussi à la France. Champlain a eu une éducation exceptionnelle et qu'on n'a pas expliquée. C'est lui qui est à l'origine d'une présence francophone, officielle, continue, en Amérique du Nord. C'est un homme qui est dynamique, qui est polyvalent. C'est un excellent diplomate sur le terrain. C'est un fin diplomate. C'est un homme qui sait s'adapter aux autres, mais en même temps, c'est un homme qui, au fil des ans, devient de moins en moins tolérant. Dites-moi une chose qu'on doit retenir de Champlain. On doit retenir qu'au début de sa carrière, c'était un homme qui faisait preuve de beaucoup d'ouverture. C'était un homme qui était prêt à accepter les autres, à reconnaître leurs forces. Son genre d'entêtement a fait en sorte que les francophones soient toujours présents en Amérique du Nord. C'est le lien qu'il établit avec les Indiens. Si cet homme, c'est l'un des premiers, sinon le premier, n'avait pas eu ce réflexe de faire des alliances avec les Indiens, de travailler avec eux, d'accepter l'idée de la cohabitation, d'accepter l'idée du métissage, hein, des liens étroits entre les deux, bien, on aurait été comme les Anglais. On aurait été tout de suite en guerre, puis comme on n'avait pas le peuplement pour soutenir la colonie, on était fait. À la fin de sa carrière, c'est un homme qui fait preuve de beaucoup d'intolérance, surtout envers les Français protestants qui ont participé à la fondation. Les alliances franco-indiennes vont permettre aux Français de pénétrer le continent, de faire des affaires, d'aller toujours plus loin et d'explorer l'Amérique du Nord. Et les Français vont donc, grâce aux alliances franco-indiennes, tenir tête aux colonies anglaises, qui sont beaucoup plus peuplées, beaucoup mieux aguerries, mais ils vont même tenir les colonies anglaises dans la terreur pendant quasiment 150 ans, grâce au fait des alliances franco-indiennes. Donc, les Français marchent le continent, nomment le continent, cartographient le continent grâce aux alliances franco-indiennes qui sont liées à l'intuition qu'a eu Champlain. Donc, si je retenais quelque chose de Champlain, Champlain a rendu possible la Nouvelle-France. Champlain a rendu possible l'Amérique française. Champlain a rendu possible l'exploration de l'Amérique du Nord. Il ne l'a pas fait lui-même, mais il a jeté les bases qui ont permis de le faire. Pensez-vous qu'on a manipulé les livres d'histoire pour en faire un saint? Non. Oui, pas seulement avec les manuels scolaires. Pendant longtemps,
Ça commence à la toute fin du 19e siècle. On construit un personnage qui doit représenter le passé glorieux des Canadiens français. Donc, ça doit être un bon catholique. J'ai pas l'impression que dans les manuels scolaires, on a présenté Samuel de Champlain comme étant un saint. On l'a présenté comme un personnage très catholique, très pieux. Mais de là à en faire un saint, je ne pense pas. On manipule à peu près tous les livres d'histoire pour construire une histoire nationale, qui n'est pas seulement qu'une histoire nationale, qui est une histoire nationaliste et à certains égards raciste, dépendamment des livres qu'on consulte. Et ce qui est certain, c'est qu'on met de l'avant certains éléments de la vie de Champlain pour faire un personnage qui nous ressemble ou qui ressemble aux gens qui habitaient au Canada français à l'époque. Et surtout, on veut faire un modèle. À l'époque, on commence à publier des livres pour les jeunes, en plus des manuels scolaires. Et à travers ces livres, Champlain devient un héros, un modèle pour la jeunesse. Et on ne cesse de répéter aux jeunes, vous pouvez prendre Champlain comme exemple, c'était un bon catholique, etc., etc. Qu'est-ce qui serait arrivé à Champlain s'il ne s'était pas montré ultra-catholique? Quand on examine le récit que Champlain fait de sa vie dans son livre qui est dit en 1632, là, il reprend tout depuis le début, mais il ne le raconte plus de la même façon. Je vais vous donner deux, trois exemples. D'abord, Demont est moins présent. L'escargot, des petites griffes. Les petites Indiennes qui dansaient les seins nus à Tadoussac en 1603 ne sont plus dans son texte. Il est chez les Hurons, à un moment donné, à Outaoucha, un petit village Huron, puis un soir, il est sorti de sa tente parce qu'il y a des puces, puis il dort pas. Alors, il se promène dans le village, et là, il y a une Indienne qui l'accoste. Sans pudeur, écrit Champlain, et qui lui propose effrontément, c'est les mots de Champlain, hein, de rester ensemble. Et là, Champlain lui fait un petit peu la morale. Mais ce petit épisode-là n'est plus non plus dans le texte de 1632. Donc, on se rend compte que ou bien il l'a oublié, ou bien il y a quelqu'un qui dit « c'est pas nécessaire de raconter ça, M. Champlain. Hein? » Des Donc, petites Indiennes au sein nu, ça me on- surprendrait qu'il ait oublié ça. On prétend. Toi, tu l'aurais pas oublié. On prétend que Champlain aurait pu être sous l'influence des Jésuites. Je pense que c'est le cas. Ce qui est certain, c'est qu'à la fin de sa carrière, on n'aurait peut-être pas accepté de lui redonner le commandement de la colonie. Et ses écrits auraient peut-être été moins populaires par la suite, dans les siècles suivants, parce que l'édition de 1632 cadre très bien avec le projet de société de l'élite catholique. Champlain savait utiliser les bons mots pour donner des images qui frappaient l'esprit et ultérieurement, par exemple, les prêtres et d'autres historiens amateurs qui ont écrit notre histoire ont répété à outrance que Champlain avait écrit ce qui prouvait qu'il était un bon catholique, qu'il avait écrit que la conversion d'une âme valait plus que la conquête d'un royaume. Donc, on a l'impression que c'est une idée qui transparaît tout au long des récits de Champlain, mais on retrouve cette phrase seulement qu'une fois dans l'édition de 1632, en italique, parce que Champlain voulait que le cardinal de Richelieu la voie. Tout montre bien que Champlain veut fonder une colonie de commerce. Ce qu'il établit, c'est le programme que Champlain a eu en 1618 et qui a été publié. D'abord, trouver la route directe vers l'Asie en passant par le fleuve Saint-Laurent. Et deuxièmement, établir une ville, une grande ville qui serait une grande ville de commerce, qui s'appellerait Ludovica. Et ça, c'est clair et net dans le programme de Champlain. Ça crève les yeux. Seulement que, si vous voulez, le clergé, lui, il sait que Champlain a écrit, ce qui était un plagiat d'ailleurs, la conversion d'une âme vaut mieux que la conquête d'un empire. C'est ça qu'il fallait dire. Et Champlain était venu pour le convertir. Donc, pas question de faire du commerce. Vous savez qu'à l'époque, les marchands sont considérés comme des gens vils. Et quand ils mourront, ces marchands, ils s'arrangent pour faire des donations à l'Église, pour se rehausser. Donc, la France ne pouvait pas fonder une colonie de commerce.
Et d'ailleurs, quand on associe certains commerces qui ne sont pas légitimes, par exemple, si vous faites le trafic de la drogue ou des choses comme ça, on parle de commerce. Et si une fille fait le trottoir, on ne dit pas elle fait le trottoir, mais fait le commerce. Parce que le commerce, le mot commerce est encore associé à quelque chose de mauvais. Et de toute façon, c'est la conception qu'on avait sous le régime français et qu'on a eue jusqu'à mon temps de collège. Si les Québécois ne s'étaient pas fait répéter « né pour un petit pain », est-ce que notre rapport à l'argent serait différent? Et est-ce qu'on aurait plus rapidement pris contrôle de notre économie? Nécessairement, parce que les protestants en France, avant la révocation de l'Édit de Nantes, occupaient une place extrêmement importante au niveau du commerce et de l'industrie. Donc, si on avait permis aux protestants de venir s'établir en Nouvelle-France, le visage, non seulement du Canada, mais de l'Amérique du Nord, aurait complètement changé. Quand j'étais étudiant encore, quand j'étais au collège, lorsqu'on parlait des marchands, c'était pour montrer le caractère vil, le caractère intéressé à la bâtière. Et lorsque, à la fin de l'année, les finissants allaient écrire au grand tableau noir et en public la profession qu'ils allaient prendre après être sortis du collège, personne n'aurait jamais osé mettre marchand. Il aurait fait rire de lui, le pauvre. Non seulement on va essayer de nous convaincre que nous, on n'est pas nés pour le commerce, mais qu'on est nés pour porter bien haut le flambeau de la civilisation catholique et française en Amérique du Nord. On s'est tellement fait dire qu'on était nés pour un petit pain qu'il y en a bien peu qui ont songé ou qui songent encore à acheter la boulangerie. On s'intitulait jésuite, ça c'était le plus noble. On s'intitulait prêtre. Ensuite, on pouvait s'intituler médecin, médecin des veuves et des orphelins. Avocat, ça venait vers la fin, ça, parce qu'on était aussi avocat des veuves et des orphelins. Mais vous voyez l'ordre. Ça, c'est l'atmosphère dans laquelle j'ai vécu et dans laquelle a vécu le 17e siècle. Sans l'Église catholique qui gardait si bien nos institutions, est-ce que le peuple québécois aurait survécu? Pour moi, l'Église catholique dans l'histoire du Québec a joué un rôle extrêmement important, que ce soit dans le domaine de l'enseignement, que ce soit dans le domaine social, que ce soit dans le domaine hospitalier avec les religieuses. On a certains religieux qui étaient très conservateurs, tandis qu'on en a d'autres qui étaient un peu plus ouverts d'esprit. Et eux, par leur recherche, ont soulevé de nouveaux questionnements, de nouvelles réflexions et, dans certains cas, apporté des réponses nouvelles et très intéressantes. Il faut reconnaître, peut-être que on n'aurait pas la société telle qu'on l'a eue en 1960, telle qu'on l'a aujourd'hui avec les résidus, mais il y a quand même des nuances à apporter. On ne peut pas dire que l'Église a tout fait ou que l'Église n'a rien fait. Je pense que la vérité se situe peut-être entre les deux. Comme collectivité, lorsqu'on consulte notre historiographie, on voit que les choses évoluent tranquillement. On peut se souvenir qu'il y a 50 ans, Marcel Trudel a été un des premiers à dire « On a injustement oublié Pierre Dugas ». Et ce qu'il faut savoir, c'est que les historiens n'influencent pas immédiatement comment les gens perçoivent leur histoire. Ça prend du temps. Il faut que le temps passe pour qu'une nouvelle mémoire historique ou une nouvelle conscience historique prenne forme. Donc, les historiens travaillent. Ça prend des décennies avant de répondre à certaines questions. Et au fil du temps, on en vient qu'à avoir une histoire qui est toujours plus véridique. Et on doit tenir compte, comme l'a dit le célèbre historien français Fernand Braudel, l'histoire est fille de son temps. Donc, à chaque époque, une génération d'historiens qui apportent quelque chose de nouveau. Donc, c'est un processus qui prend du temps. Après la pause, on plonge dans les mystères du testament de Champlain. Et, un scoop, je trouve sa tombe que tout le monde cherche depuis très longtemps. Je vais avoir besoin de ton aide. Ah! C'est des vrais, là? Oui.
Dernier chapitre de mon enquête, le bout triste, la mort de Champlain. Lorsqu'il décède le 25 décembre 1635, quand même Noël, il s'entoure d'un épais mystère. Son testament est tellement étrange. J'aurais vraiment besoin d'explications. Une fois que Champlain a eu son attaque de paralysie, il est très malade. Alors, en octobre 1635, avant de décéder, il va rédiger un testament qui n'est pas holographe, qui n'est pas fait de sa main. Par contre, il y a 8 témoins adultes, hommes, qui vont signer comme quoi c'est vraiment le testament de Champlain. Et d'ailleurs, dans son testament, qui va être rédigé probablement en bonne partie par le père Charles Lallemand, Champlain va donner une bonne partie de ses biens à la Sainte Vierge. Quand on sait que c'est administré par les Jésuites, on peut avoir un petit problème à ce moment-là. Qu'est-ce qu'il laisse à sa femme? Et il lui laisse bien peu de choses. Bon, il lui laisse une amulette, une bague et une peau de bête. La cousine Germaine de Champlain, qui serait sa seule héritière en ligne, elle pense qu'elle a droit à l'ensemble de l'héritage de Champlain. Elle veut faire annuler carrément le testament de Champlain qui a été fait en Nouvelle-France. Alors, elle amène Hélène en cour. Quand les Jésuites se rendent compte que Marie Camaret veut contester le contrat de mariage, et ils disent un instant, nous autres, on tient à ce que Champlain nous a légué dans son testament. Alors, ils vont emmener en justice aussi et Marie Camaret et Hélène Boulay, disant, nous, on veut avoir immédiatement ce qui nous revient. Donc, 4 300 livres, les parts des compagnies. Alors, Marie Camaret part en guerre et non seulement, dans un premier temps, elle est déboutée parce qu'on dit, ben non, le contrat de mariage est là et ils sont mariés en communauté de biens. On reconnaît aux Jésuites que oui, quand Hélène mourra, vous aurez droit à vos parts de la compagnie. La cousine Camaret, voyant que la Cour reconnaît à Hélène l'usufruit de tous les biens de Champlain, d'une part due à cause du contrat de mariage, et que les Jésuites, à la mort d'Hélène, auront leur part aussi, et là, elle s'insurge, elle va en appel avec un autre procès. C'est quasiment un saga hollywoodien. Exactement, c'est très moderne, hein? Finalement, qui a gagné? Hélène s'est entendue avec les Jésuites pour donner ce qui leur revenait au testament, les parts des compagnies. Elle s'est entendue avec eux et elle a donné immédiatement les parts de ces compagnies-là à Marie Camaret, son mari Jacques Hersan. Or, ce qui est l'ironie dans tout ça, c'est que les parts de ces compagnies-là n'ont pas rapporté d'intérêt. Au contraire, ça s'est avéré être des dettes. Et M. Hersan et Marie Camaret ont été obligés de payer les dettes des parts des compagnies de Champlain. Donc, on pourrait dire que la grande perdante, c'est Marie Camaret. En fait, l'héritage de Champlain n'est qu'un des mystères entourant sa mort. Où est sa tombe? Ça fait plus d'un siècle qu'on la cherche. Eh bien, Mathieu et moi, on pense savoir où elle est. C'est pas par hasard qu'on est à la basilique Notre-Dame de Québec. Mathieu, qu'est-ce qu'on trouve ici à la basilique? On vient visiter la crypte, où on trouve notamment les sépultures des gouverneurs et surtout, on trouve une plaque qui est écrite « C.J. Samuel de Champlain ». Qu'est-ce que ça veut dire, C.J.? Ça veut dire qu'il repose ici. Bon, ben, écoute, je te suis. Suis-moi, Montre-moi oui. ça. Il va faire chaud. Où on va? Surtout... Oh Dieu, Mathieu, tu m'amènes où, là? On est où? On est dans le sous-sol de la basilique Notre-Dame du Vieux-Québec. Et c'est ça? C'est le tombeau de Champlain? Non, malheureusement, c'est pas le tombeau de Champlain, c'est un ossuaire. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est les ossements de gens qu'on... Ah, tu vas l'ouvrir? Je vais avoir besoin de ton aide. Ah! C'est des vrais, là? Oui, c'est une boîte pour transporter les ossements qui ont été découverts au fil des années dans le sous-sol de la basilique. OK. Et tu penses que peut-être là-dedans, il y aurait en partie Samuel de Champlain? Une des pièces du puzzle, il serait peut-être, oui. Et pourquoi? Qu'est-ce qui t'amène à penser ça? Bien, au fil des années, les archéologues amateurs et professionnels ont fait des fouilles et des recherches. Plusieurs en sont venus à émettre l'hypothèse que Champlain
aurait été inhumé ici, sous la basilique, ou de l'autre côté de la rue de Buade, où était la chapelle Champlain, ce qu'on appelait la chapelle Champlain. Mais c'est pas officiel. Là. On peut pas dire Samuel de Champlain, là, attends une minute, c'était son pied, là, ou je sais pas quoi. Non. Par contre, on sait que les autorités de la cathédrale, les autorités responsables de la cathédrale, ont fait placer une plaque à l'entrée de la crypte qui dit « C.J. Samuel de Champlain ». Donc, ça vient en quelque sorte renforcer l'hypothèse ou qui reste à valider ou à confirmer encore. Et est-ce qu'il y a moyen de justement confirmer ça? Est-ce qu'on peut, je sais pas moi, faire des tests sur les différentes... Il faudrait que les archéologues s'y mettent. Je sais que plusieurs archéologues travaillent sur ce dossier-là depuis des années. La première fois qu'on a découvert le tombeau de Champlain, 1866, on le cherche depuis cette époque-là. Charles-Honoré Laverdière et Henri-Raymond Casgrain, qui étaient deux abbés, des historiens amateurs, croyaient avoir trouvé le tombeau de Champlain en 1866, en bas de l'escalier Casse-Cou, qui est tout près d'ici. Puis finalement, ça s'est avéré être une fausse découverte. Mais depuis, plusieurs autres personnes ont émis diverses hypothèses qui restent à confirmer. Puis la tienne, c'est que ça pourrait très, très bien être ici. Fait qu'on devrait, dans le fond, dire requiescat in pace ou quelque chose comme ça à Samuel et compagnie. Oui, et compagnie, oui. Moi, j'aime penser que Champlain dort ici, tranquille, dans la crypte de la basilique Notre-Dame de Québec, loin de toutes les chicanes d'historiens. Merci à tous nos spécialistes, merci à vous d'avoir suivi cette enquête et un merci spécial à vous, M. Samuel de Champlain. Ici Christopher Hall à Québec, je vous salue.